Comme vous l'avez si bien remarqué vous-même, les décibels s'additionnaient. Et cela m'a rappelé l'une des tragédies les plus célèbres de Shakespeare, où Shakespeare fait dire au personnage principal, Lord Macbeth, It is a tale. Et je censurerai une partie. It is a tale full of sound and fury, signifying nothing. Je ne vais donc pas répondre à l'orateur précédent. Je ne me propose pas de me substituer, parce qu'il a tiré sur tout ce qui bouge. Je ne vais pas me substituer au ministre des Affaires étrangères, qui juste avant a expliqué clairement pourquoi le gouvernement planifie un retour ordonné des Mauriciens qui veulent rentrer au pays. Je ne me substituerai pas au ministre de la Justice, dont la présence semble tant manquer à monsieur le député Mohamed. Je ne me substituerai pas non plus au Deputy Prime Minister, qui va s'adresser à l'Assemblée nationale demain matin, si je ne m'abuse. Je ne me substituerai pas au ministre des Finances, qui aura l'opportunité de répondre dans le détail à toutes les accusations portées contre lui aujourd'hui. Et bien évidemment, je ne me substituerai pas au Premier ministre qui interviendra juste avant la clôture des débats demain, mardi. Tout cela m'égarerait de ce qui est mon propos aujourd'hui. Force est de constater qu'un grand nombre des députés, de mesdames et messieurs les députés de l'opposition, qui se sont appesantis sur les mesures en faveur du logement social, et en particulier sur le sort de ce que j'appellerais les squatteurs du couvre-feu. Monsieur le Président, depuis le 22 mai dernier, quand l'État a fait servir une legal notice, selon les dispositions du State Lands Act, sur les structures, a fixé ces legal notices sur les structures érigées sous le couvre-feu, mais plus encore, depuis les actions de l'État, les actions menées entre le 27 mai et le 2 juin, pour faire enlever les structures illégales, il s'est mis en place une campagne de désinformation de la part des médias de l'opposition. Il s'est mis en place une campagne de désinformation relayée par les oppositions réunies, une campagne truffée de mensonges, de contre-vérités, de faussetés, répétée ad nauseam, jour et nuit, un véritable bourrage de crâne relayé sur les médias sociaux par des journalistes prétendument indépendants pour faire croire aux plus crédules qu'il s'agit d'une action inhumaine, injustifiée, injustifiable de la part d'un gouvernement sans cœur à l'encontre d'innocents dont la seule faute est d'être pauvres. Voilà ce que veut faire croire cette campagne. Par la suite, évidemment, il y a eu tout un émoi qui est compréhensible, et il y a eu un effort de solidarité absolument admirable envers les squatteurs aujourd'hui logés sous des tentes, mais il est de mon devoir de rétablir les faits. Rétablir les faits, mais aussi répondre aux observations et aux remarques de tous les députés de l'opposition que j'ai écoutés avec attention. Mais d'abord, puisque justement j'ai écouté avec attention une remarque, Monsieur le Président, vous savez, j'ai noté durant tous ces débats budgétaires que quelle que soit la majorité numérique que nous avons de ce côté de la Chambre, les orateurs de l'opposition n'ont presque jamais été interrompus. Par contre, en termes de réciprocité, aucune réciprocité.
le non-respect de nos traditions parlementaires était flagrant tout le long des débats. Il n'y a pratiquement aucun orateur de ce côté de la Chambre qui n'a pas été interrompu, provoqué, taquiné par les députés de l'opposition. Donc, je demanderai que, tout comme j'ai écouté sans broncher tout le discours de monsieur le député Mohamed, que l'on me rende l'appareil et que juste la possibilité de faire mon devoir de parlementaire et de dire ce que j'ai à dire sans être interrompu. Dans le même respect de nos traditions parlementaires, je voudrais féliciter mademoiselle la députée Fouquioun, monsieur le député Ouchit, qui, durant ces débats, ces derniers jours, ont prononcé leur premier discours à l'Assemblée nationale, et je leur souhaite bonne chance pour la suite de leur carrière en tant que parlementaires. Par contre, Monsieur le Président, je voudrais distinguer les interventions que nous avons entendues de l'opposition. Il y a eu deux interventions en particulier, celle du deuxième député de Beaubassin-Petite-Rivière, celle de Madame la quatrième députée de Port-Louis, Grande-Rivière-Nord-Ouest, circonscription numéro 1. Des discours qui m'ont honnêtement bouleversé de par les remarques insidieuses, mais surtout les sous-entendus dangereux pour l'unité nationale. N'hésitant pas à attiser les divisions et les soupçons, j'ai trouvé cela inacceptable quand on connaît la fragilité du tissu social mauricien. Inacceptable pour le militant que je suis et que je demeure. Parce que j'ai été formé, moi, à une école où dès lors qu'apparaissait la moindre expression de racisme, de communalisme ou de castéisme, nous étions formés pour ressentir ce devoir naturel de nous ériger en rempart contre toute forme de division et de protéger l'unité de notre peuple, de notre nation. C'est inacceptable et honteux. Jamais du temps où moi j'appartenais au MMM, il aurait été permis à un député de s'exprimer de cette manière. Et je parle de députés du MMM, pas du PMSD. Heureusement qu'ils furent l'exception au cours de ce débat. Je tiens à souligner aussi que nous avons eu droit à des interventions de l'opposition, implacables dans leur critique du gouvernement. Ils ont fait leur travail d'opposants, mais avec une certaine élégance, avec sérieux, essayant d'argumenter à partir de la raison. Je salue l'exemple du député Adil Amir Mia, du député Kouchal Lobine, du député Fabrice David, qui ont su débattre, mais de manière différente. Monsieur le Président, j'en viens immédiatement aux critiques formulées à l'encontre de l'État pour démolir les structures érigées durant le couvre-feu, pour dénoncer ce tissu de fausseté, de mensonges qui font de la cabale médiatique à laquelle nous faisons face au gouvernement. Je voudrais d'abord rappeler les faits. J'entendais encore, il y a une semaine, 10 jours, le leader du MMM dire « Voilà, ils ont fait détruire les maisons des gens qui sont installés depuis on ne sait combien d'années. » Faux, archi faux. L'action de l'État entre le 27 mai et le 2 juin concernait uniquement les squatteurs ayant érigé des structures en violation du couvre-feu de la Covid-19. Et même les squatteurs que j'ai rencontrés ne contestent pas cela. C'est la seule vérité qui est. Vérité qui peut être vérifiée. Deuxièmement, les chiffres. Monsieur le député Richard Duval, au cours de son intervention, il n'est plus là, avait annoncé qu'il y avait à Riambel 55 familles, c'est-à-dire 158 personnes, 50 enfants qui, une fois encore, ont dormi
sous des tentes aménagées pour ne pas passer la nuit à la Belle Étoile. Je n'y comprends rien dans cette arithmétique, Monsieur le Président. Voyons les faits. Le 12 mai du mois dernier, les officiers, les agents de l'État vont sur place à Riambel. Il n'y a aucune nouvelle structure érigée sur les terrains de l'État. Par contre, le 19 mai, il y a 37 structures répertoriées dans l'espace d'une semaine. On me le rapporte et je pose la question, mais combien de ces structures sont habitées? Et la réponse, c'est 0. Nous sommes le 19 mai. Le 22 mai, ils y retournent pour affixer sur les structures la legal notice. Et ils voient que les structures sont passées de 37 à 46. Combien habité? 0. Et tout d'un coup, les legal notices sont servis le vendredi 22. Le mardi 26, les structures sont passées, non pas diminuées, mais sont passées à 53. Et cette fois-ci, la moitié semble être habitée. Donc, c'est vers le 20, le 21, le 22, que les gens conscients qu'on va faire enlever ces structures viennent s'y installer. Et quand, le 1er juin, juste après le déconfinement, les agents de l'État interviennent, eh bien, nous avons 54 structures, et dans chaque structure, il y a des gens qui sont là pour tenter de faire obstacle à l'action des agents de l'État. Donc, en une semaine, là où il n'y avait personne, sauf des structures inhabitées, il y a tout d'un coup 54 structures habitées. Et aujourd'hui, 10 jours plus tard, savez-vous combien de familles seraient installées, combien de tentes il y a installées à Riambel? 63. Donc il y a aujourd'hui plus de tentes qu'il y avait de structures illégales qui avaient été enlevées par l'État le 1er juin. Que se passe-t-il? D'où viennent ces familles et où logeaient-elles une semaine auparavant? Tous ces enfants qui dorment à la Belle Étoile ou sous une tente. Les avez-vous vus, monsieur le leader de l'opposition? Dormaient-ils à même la rue? Monsieur le Président, vous les avez-vous vus? D'où viennent-elles? Aujourd'hui, alors qu'on les procure tentes et nourriture, le chiffre ne cesse de croître. Bien sûr que les médias ne rapporteront pas demain matin mes observations. Et les bien-pensants continueront à se fier à ces médias prétendument indépendants et continueront à être induits en erreur, mais c'est bien là le dessein de l'opposition. Autre mensonge, maisons détruites durant la période Covid. Le leader de l'opposition nous dit avec émotion « Their tin houses pulled down, much to the dismay of the population during the COVID period. This is inhumane. » Madame la députée Stéphanie Anctil renchérit. Surréaliste, douloureuse ces images en plein confinement. Monsieur Assirvaden, vous démolissez les maisons des plus vulnérables pour les déconfiner. Madame Navarre de même. L'opération crase la case, assumez, madame. Mais M. Outim a une opinion différente. Il dit « Ah mais non, ce n'est pas en plein confinement. C'est au moment où nous célébrons la fin du confinement et la fête des mères. » Madame Béranger, qui n'est pas là aujourd'hui, nous dira « Oui, c'est à la veille de la fête des mères. » En fait, Monsieur le Président, même si cela importait, à Pointe-aux-Sables, cela s'est déroulé la veille du déconfinement. À Riambel, ça s'est déroulé le surlendemain. Mais qu'importe, là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet. Parce que si nous l'avions effectué une semaine plus tard, on nous aurait dit quoi? Vous le faites à la veille de la fête des pères. Si on l'avait fait 2 semaines plus tard, on nous aurait dit vous le faites en plein hiver. Mais le fond du problème, Monsieur le Président, le fond du problème, moi je vous ai écouté,
Moi, je vous ai écouté. Le fond du problème, la question qui se pose, est-ce que l'État ne devrait pas agir dès lors qu'une action en violation du couvre-feu et des règles sanitaires a lieu? C'est la question que je pose à l'opposition. Est-ce cela votre logique? Du moment que cet acte illégal de violation du couvre-feu a lieu pendant la période Covid, l'État n'a-t-il plus le droit d'agir? C'est un non-sens. Sinon, le couvre-feu équivaudrait à quoi? À accepter qu'il y ait un pays qui deviendrait sans loi, où les hors-la-loi feraient la loi, en faisant fi de toutes les normes sanitaires, et que le seul effet du couvre-feu, c'est que l'État, lui, n'aurait plus le droit d'agir. Quelle peut être la logique de ce raisonnement? Non, il fallait agir et agir vite, comme je l'ai déjà expliqué ici, non seulement à cause des dispositions générales de la loi, mais parce qu'il fallait faire respecter ce couvre-feu qui a été la condition première de notre victoire contre la Covid-19. Il fallait faire face à un accroissement soudain et exponentiel du nombre de structures. Réalisez-vous, Monsieur le Président, qu'en l'espace de 2 semaines, 170 structures illégales ont été érigées, comme par hasard, pendant que tout le monde avait le regard tourné ailleurs, 170 en 2 semaines, alors que durant toute la période 2015 à 2019, il n'y a eu que 250, 260 squatteurs additionnels. Si l'on n'avait pas agi au moment du déconfinement, nous aurions eu au moins le même nombre de squatteurs additionnels que durant toute la période 2015 à 2019. Est-ce cela qu'aurait souhaité l'opposition? D'ailleurs, comme je l'ai expliqué ici, il fallait agir vite parce que l'expérience nous enseigne que chaque jour additionnel qu'un squatteur demeure sur un site, le plus difficile devient-il de l'en déloger. Et là, Pointe-aux-Sables, il s'agissait d'un terrain marécageux. Madame la députée Navarre, qui a choisi de ne pas écouter la vérité, elle doit le savoir, elle, qu'il y a des enfants qui ont perdu la vie sur ce terrain parce qu'il est marécageux. Ensuite, Monsieur le Président, il s'agit du principe de l'égalité de chance. Favoriser les squatteurs, leur reconnaître un droit absolu de squatter où ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, ce serait faire une grave injustice à ceux qui sont aussi pauvres qu'eux, ceux qui souffrent autant qu'eux, mais qui, eux, choisissent de faire la queue, même durant de longues années, comme le disait monsieur le député Mohamed, parce qu'ils font la queue comme les y convient la loi et la morale. Quelle était l'alternative? Je voudrais poser cette question, moi, à l'opposition, puisque souvent elle m'interpelle durant le question time. Quelle était l'alternative? Madame Navarre nous dit, c'est cela faire de la politique autrement, la destruction des maisons. Mais qu'a proposé le MMM? Je n'ai entendu aucune proposition. Par contre, M. Xavier Duval, lui, nous a dit « The government has no right to evict these people, no moral right, until and unless you develop and propose and put into action a decent housing policy. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'il y aura une liste d'attente à la NHTC, on ne fait rien à l'encontre des squatteuses. Les squatteuses font ce qu'ils veulent. Ou alors, ce gouvernement, par définition, aux yeux du PMST, ne peut pas avoir une decent housing policy. Il faudrait attendre que le PMST arrive au gouvernement, au pouvoir, pour agir contre le squatting. Et le Parti travailliste, Madame Anctil, Madame la députée Anctil, nous dit « Ici, le gouvernement n'a pas voulu trouver des solutions temporaires. Pourquoi n'avoir pas agi autrement? En mettant à leur disposition un abri temporaire, comme cela se fait en période cyclonique ou de catastrophe naturelle. Donc désormais, à chaque fois qu'il y a un squatteur, on va le placer dans un centre communautaire ou dans une école primaire. Mais soyons logiques. Confinement ou pas, ce n'est pas moi qui ai choisi que ces squatteurs y aillent en plein confinement. C'est leur choix conscient et délibéré pour échapper
à la vigilance des agents de l'État. Et en récompense, on leur dirait, allez-y. Madame la ministre de l'Éducation, offrez-nous vos écoles primaires. Madame la ministre du Genre, du Bien-être de la famille, offrez-nous les centres communautaires. On va y reloger tous les squatters. Et comment justifieraient cela à leur mandant, les députés de l'opposition? Non, mais on nous accuse d'être sans cœur et sans humanité. Voyons un autre cas d'intoxication. Celle de Madame Mélodie, de Riambel, transformée en héroïne par le quotidien de l'opposition. L'égérie de l'opposition et la passionnariat des squatteurs, qui, à ses moments libres, devient guide des personnalités visitant les squatteurs de Riambel. Le leader de l'opposition nous parle « The cry from the heart made by the lady from African Town ». Madame Navarre nous parle de cette dame de Riambel qui visiblement occupé ce terrain de l'État pendant plusieurs années. Son courage et sa passion prouvent qu'elle est une battante avec une volonté de se sortir de la pauvreté. Que fera l'État pour cette dame afin qu'elle puisse continuer à gagner sa vie? Mais, Monsieur le Président, sait-on seulement que cette dame, Madame Marie-Rose Randami, aussi appelée Mélodie, a obtenu une portion de terrain de pratiquement 10 perches en 2005, quand le gouvernement MSM-MMM régularisa les squatteurs d'African Town. Monsieur le ministre Ganou a parfaitement raison. Les deux régularisations de squatteurs à Riambel, 2005 African Town, 2015 la Cité des Dieux à Riambel, ça a été le fait du député Alan Ganou et du gouvernement en 2015 MSM. Donc, cette dame, sait-on seulement qu'elle a obtenu 10 perches depuis 2005, qu'elle y a construit une maison, qu'elle a un bail qui va durer jusqu'en 2060, qu'elle paye à l'État 1 roupie symbolique par année, et qu'en plus, elle ait choisi, plusieurs années de cela, nous dit-on, d'occuper un autre terrain, cette fois-ci de l'État, auquel elle n'avait aucun droit, pour y cultiver des légumes, sans que jamais avant le confinement, elle ait songé à faire une demande au logement ou à l'agriculture pour obtenir un bail qu'elle aurait peut-être bien obtenu. Sait-on seulement que cette dame était chef agent du Parti travailliste aux dernières élections générales à African Town? On comprend mieux à la fois les contacts téléphoniques avec le leader du Parti travailliste et aussi la critique acerbe qu'elle exprime à l'encontre de l'action gouvernementale. Sait-on seulement que le 2 juin, s'il est vrai que la structure entourant son potager, le barrage qu'elle avait installé, a été enlevée face à l'indignation des autres squatteurs qui disaient « mais pourquoi pas elle ?» Sait-on seulement qu'on n'a pas touché à une seule feuille de ses légumes et qu'elle continue à cultiver en toute impunité? Sait-on seulement que, se sachant devenue désormais l'égérie des squatteurs et la star des médias de l'opposition, qu'elle ait poussé la provocation jusqu'à réinstaller le barrage? L'intoxication. J'avance, Monsieur le Président, des faits vérifiés et vérifiables. Mais je vous parie qu'aucun de mes propos ne sera répercuté dans les médias de l'opposition demain. Parce qu'il y a une vaste campagne de désinformation qui cache un dessein politique précis. Et dans ce contexte, l'objectivité et la vérité des faits et des chiffres n'a plus la moindre importance. On joue sur l'émotion des gens, on attise les divisions entre différentes sections de la population, on est prêt à mettre le pays à feu et à sang pour déstabiliser le gouvernement. Mais que se passe-t-il maintenant? Madame Béranger nous disait « Mon cœur de mère fait mal aujourd'hui quand je pense à tous ces enfants qui dorment à la belle étoile, etc. etc. » Mais voyons les faits. Voyons les faits à Pointe-aux-Sables. Je vous parlais de Riambel. À Pointe-aux-Sables, le 12 mai, on voit 12 nouvelles structures.
Combien d'entre elles sont occupées? 4. Le 19 mai, 55 nouvelles structures. Combien occupées? Toujours 4. Le 22 mai, on va fixer les notices légales. Combien de structures? 61. Occupées? 4. Mais ça, c'est le jour où le quotidien de l'opposition dira qu'il y a 50 familles menacées d'expulsion, occasionnant une vague d'indignation parmi tous les bien-pensants. Et l'effet est immédiat. Nous sommes le vendredi 22. Le mardi 26, on y retourne pour faire une enquête sociale. Le nombre de structures est passé à 84 et soudain 30 parmi sont occupées. Et le vendredi 29, lorsqu'on ira enlever les structures, il y en a près d'une centaine et toutes sont occupées désormais. Et donc, où étaient toutes ces familles avec leurs enfants? Où dormaient-elles? Pas à la Belle Étoile, personne ne les a vues. Où étaient-elles? Et aujourd'hui, après que l'on ait enlevé ces structures, savez-vous que 3/4 sont retournés là d'où elles viennent? De cette centaine de familles, il n'y a que 25 à peu près sous les tentes, gracieusement offertes par les ONG et les travailleurs sociaux. Mais j'apprends qu'avec le battage médiatique, le nombre commence à gonfler à nouveau. Mais c'est ce que veut sans doute l'opposition travailliste, tout au moins, dont le leader, dont le numéro 2 à l'Assemblée nationale, et, à ma grande surprise, même le leader de l'opposition appelle désormais les Mauriciens à descendre dans la rue. Donc, voilà, c'est voulu. Et que fait l'État? Le leader de l'opposition, Madame Navarre, Monsieur Duval, tous les partis, toute l'opposition réunie, nous disent « Mais ce n'est qu'après avoir détruit, c'est logique que le ministre songe à faire une étude. » Mais faux, archi faux. Dès que nous voyons que des familles arrivent le 26, nous faisons quelque chose qui ne s'est jamais fait. J'obtiens le soutien inestimable de ma collègue, ministre de l'Intégration sociale, de mon collègue, le ministre de la Santé, de ma collègue, la ministre de l'Éducation et de tant d'autres ministres. Nous dépêchons sur le terrain des enquêteurs qui, pendant 2 jours, vont faire une enquête sociale pour déterminer qui sont ces squatteurs. Comment pouvons-nous les aider? Tout à l'heure, je crois que c'était monsieur le député Mohamed qui nous parlait de cet enfant avec des problèmes rénaux. Mais bien sûr qu'il a été répertorié, bien sûr qu'on s'est assuré qu'il recevait le traitement voulu, bien sûr qu'on a offert l'hospitalisation, mais il ne voulait pas. Et les parents ne veulent pas que l'on enlève leurs enfants, évidemment, et personne n'a aucunement l'intention de leur enlever leurs enfants. Certains quittent les enfants chez grand-mère ou grand-père pour venir camper sous les tentes. D'autres préfèrent emmener avec eux les enfants. Mais ça, c'est leur décision. Aujourd'hui, Monsieur le Président, personne ne peut rester insensible à la souffrance humaine. Monsieur Outim, qui a préféré s'en aller plutôt que d'écouter ma réponse à ces propos, que moi j'ai écoutés avec attention, dans la bonne tradition parlementaire, eh bien, Monsieur Outim nous disait « Personne n'est squatteur par plaisir ». Je suis plus ou moins d'accord. Mais il faut distinguer entre ceux qui ont l'espoir légitime d'avoir un chez-soi, qui se trouvent en situation inconfortable parce que leur famille a grandi, parce qu'ils se sont mariés, certains se sont fait enregistrer à la NHTC, d'autres pas, et apprenant qu'un de leurs amis, de leurs voisins, a un terrain, il va les squatter, vont se joindre à cet ami ou ce voisin parce que les autorités ont le regard tourné ailleurs. Rappelons-nous, nous sommes en plein couvre-feu, et ils vont tenter leur chance. Il y a aussi quelques cas d'abus flagrants. Je vous ai parlé tout à l'heure de Madame Mélodie, mais il y a aussi des personnes qui ont déjà bénéficié d'un appartement de la NHTC ou d'un terrain de l'État qui vont squatter, qui vont offrir leur appartement à leurs enfants. On a répertorié plusieurs cas de ce genre. Et puis il y a ceux, heureusement peu nombreux, qui sont dans une situation de détresse extrême. Et je suis le premier à le reconnaître. C'est ceux-là que nous cherchons à identifier au-delà des apparences souvent trompeuses. Pour ce faire, nous travaillons de concert avec les ONG, avec les prêtres, avec Caritas. Pour cela, sans déroger à nos principes, il faudra démontrer une solidarité agissante. Nos principes, c'est quoi? C'est d'abord
l'égalité de chance, et deuxièmement, qu'il ne faut pas créer de précédent, il faut décourager le squatting. Mais nul n'a le monopole du cœur, comme je le disais l'autre jour à Madame Navarre, et nous ne saurons rester insensibles face à la souffrance humaine. Mais gouverner, ce n'est pas seulement une affaire de cœur. Gouverner, c'est un mariage du cœur et de la raison. Monsieur le Président, je maintiens qu'il y a un complot politique. Et je vais vous donner un autre exemple. Dans ma circonscription, le lieu le plus pauvre, c'est la cité Anochka, que connaît très bien Monsieur le député Sikuen. Eh bien, à la cité Anochka, il y a une dizaine, peut-être une douzaine de squatteurs, de familles qui sont là depuis longtemps. Et là, depuis avant-hier, il y a un bruit qu'on fait courir. Que voilà, Stephen Obigadou va faire démolir vos maisons. Résultat, comme par hasard, c'est un agent, cette fois une dame, agent du PMST, qui va faire une vidéo. Une vidéo qui va être répercutée par le quotidien de l'opposition. Il y a une réunion qui s'est tenue, à mon grand étonnement, regroupant non seulement le Parti créole mauricien, mais aussi un représentant du Parti travailliste, pour inciter les gens au soulèvement face à ma personne et au gouvernement. Et demain, où iront-ils inventer une autre nouvelle comme cela? Dans quelle cité ouvrière vont-ils aller dire « voilà, vous êtes persécutés par ce gouvernement » Mais c'est le dessein. Monsieur le Président, peut-on aujourd'hui, en 2020, justifier le squatting à Maurice? Laissez-moi vous donner deux exemples. Mon collègue, le ministre de la Santé, n'arrête pas de me demander depuis plusieurs mois de libérer le terrain qui permettrait la construction des centres de santé, des Community Health Centers, à Rochebois et à Saint-François-Xavier à Port-Louis. Les contrats pour la construction ont été alloués, mais on ne peut pas avancer parce qu'il y a des squatters. Que vont dire, messieurs les députés Mohamed, Djouman, Amir Mia, à leur mandant? Qu'on n'a pas le droit moral de toucher à ces squatteurs? Le gouvernement, voulant construire un Area Health Center, agit de façon inhumaine? Qu'allez-vous dire à vos mandants, messieurs les députés? Allez-vous m'aider pour que nous puissions au gouvernement, avec le ministre de la Santé, offrir un Area Health Center à ces populations locales qui en ont tant besoin? Ou va-t-on nous dire « vous avez le droit légal, mais pas le droit moral », aussi longtemps que vous n'avez pas un decent housing policy? Donc voilà la situation en 2020, comment le squatting peut faire obstacle au développement en faveur du plus grand nombre. Monsieur le Président, je suis le premier à reconnaître que le droit à un logement décent est un droit fondamental et une aspiration légitime. Mais qu'avons-nous hérité de l'histoire? Monsieur le député Mohamed en parlait tout à l'heure. Il y a un manque criant d'appartements construits par l'État à bas prix pour l'achat ou la vente. Mais il y a aussi un marché du logement qui est dysfonctionnel, dans la mesure où les Mauriciens de la classe ouvrière, comme de la classe moyenne, trouvent difficilement une habitation à acheter ou à louer à un prix abordable. Donc, les mesures budgétaires pour le secteur de la construction sont encourageantes. Suffiront-elles à combler d'un seul coup le déficit que nous héritons depuis des décennies? Cela n'est pas évident. Aujourd'hui, la NHTC estime à 17 500 le nombre de demandeurs. Avec ceux de la NEF, nous en sommes à 18 000. Comment faire? J'entends, monsieur le député Mohamed, qui nous dit « cessez de vous bagarrer, qui a tort, qui a raison ». Mais il faudrait qu'il s'adresse à son leader de l'opposition, qui lui nous dit quoi? How many houses have been constructed? How many houses were promised? Almost 7,000 2 years ago.
How many have been delivered keen hand? Niet, hardly any, Mr. Speaker. Mais dès lors, que voulez-vous, on est obligé de répliquer, de rétablir les faits. Moi, après avoir entendu le leader de l'opposition, j'ai cherché la vérité historique. Nous avons un problème. Monsieur le ministre Alain Ganou nous a fait un cours magistral sur l'histoire du logement social. Je ne voudrais pas répéter tout ce qu'il a expliqué. Mais moi, j'ai été voir les années. Savez-vous, il y a seulement 4 années, depuis 1991, où aucune maison n'a été construite. Quelles sont ces années? 2000, 2007, 2008, 2010. Je n'en dirai pas plus. Et en 2014, savez-vous combien de maisons furent construites? 4. Q-U-A-T-R-E. 4. J'ai aussi regardé les chiffres par mandat. Et c'était très étonnant. Le mandat où il y a eu le plus de maisons construites, c'était... Je n'ai aucune raison ces chiffres sont vérifiables, monsieur le leader de l'opposition. Le mandat où le plus grand nombre de maisons ont été construites, plus de 4000 maisons, c'était de 1991 à 1995. Gouvernement, d'abord MSM et puis MSM. Et là, je tiens à rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés trop tôt, le regretté Jayant Khattari, qui a laissé sa marque dans le domaine du logement social. Et je souhaite qu'un de ces jours, nous ayons l'occasion de lui rendre hommage pour faire honneur à sa mémoire. Donc, ce fut en 91-95 que le plus grand nombre de maisons fut construit. Et savez-vous quand le plus faible nombre de maisons fut construite? Je regrette de le dire, mais vous l'avez demandé. C'est entre 2011 et 2014 où seulement 548 maisons furent construites. 2015 à 2020, que disent les chiffres? 2221 maisons construites par la NHTC, 136 par la NEF, ce qui nous amène à 2357. Certes, ce n'est pas suffisant, mais c'est un des mandats les plus productifs en termes de construction de maisons. Incessamment, il y a 154 maisons qui attendent d'être livrées. Dans les prochains mois, à Caen-le-Vieux, à Baie-du-Tombeau, à Calbas, à Montaille-Longue, 278 maisons seront livrées. En sus, d'ici la fin de l'année, 678 maisons seront livrées. L'an prochain, nous nous attendons à 1717 unités qui seront livrées. En 2022, 1427. Et attention, les 12 000 maisons n'incluent pas celles que je viens de décrire. Les 12 000 sont en sus de toutes ces maisons. Donc voilà la réalité des chiffres. Bon, monsieur le député Adil Amir Mia nous parlait des contraintes, et c'est vrai, l'histoire nous enseigne qu'il y a de nombreuses contraintes qui gênent tous les gouvernements. On pourrait parler des fonds, mais cette fois-ci, on a les fonds. Les terres, il n'est pas toujours évident que l'État possède les terres là où il le faut pour construire où il y a la plus grande demande et où habitent les plus défavorisés. Les problèmes des procédés pour l'octroi de contrats, l'on sait tous comment ça retarde les choses. On ne voudrait pas avoir recours à l'emergency, les procédures d'urgence, n'est-ce pas? L'opposition nous critiquerait. Il nous faut obtenir tous les permis avant de démarrer une construction. Les travaux hors site, eau, électricité, wastewater, les drains, et puis il y a les titres de propriété. Les maisons sont parfois prêtes, les appartements, mais on dit aux gens, emmenez tous vos documents pour aller chez le notaire, pour obtenir vos titres, et les gens ne les ont pas. Et ça tarde des mois et des mois et des mois. Donc, il y a d'énormes contraintes qui ont affecté tous les gouvernements. Arriverons-nous à construire 12 000 maisons en 3 ans? Écoutez, Monsieur le Président, ne comptez pas sur moi pour venir faire de vaines promesses ou de faire miroiter monts et merveilles devant les yeux de la population. Admettons d'emblée qu'il s'agit d'un défi extraordinaire, vu ce que nous enseigne l'histoire. Mais on peut être pessimiste, comme le député Bhagwan, qui nous dira c'est un grand bluff, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, ou l'on peut voir les choses positivement et se dire que, reconnaissons que c'est un engagement financier sans précédent de l'État.
Un objectif énoncé sans précédent de la part de l'État. Et en pleine récession, comme le disait mon collègue le ministre Baudin. On ne peut que réitérer notre engagement et notre détermination à agir, et agir vite et agir efficacement pour construire le plus grand nombre de logements sociaux dans les plus brefs délais. Je n'ai pas de baguette magique. Monsieur le député Amir Mia avait trouvé une très belle formule pour dire l'argent était là, les terres étaient disponibles, la demande était là, mais pas la volonté politique ni les compétences. Alors cette fois, oui, l'argent, elle est là. Il est là. Oui, les terres, pas toujours, j'ai expliqué. Il nous faut absolument un partenariat avec le secteur privé si nous voulons obtenir les terres là où il le faut. La volonté politique, oui, 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 1000 fois oui. Les compétences, en toute humilité, je laisserai à l'histoire le soin de nous livrer en temps et lieu son verdict. Monsieur le Président, et pour les moins fortunés, les squatteurs, j'ai déjà expliqué. L'ancien gouvernement, heureusement, a déjà régularisé les 2/3 d'avant 2015. Il nous reste 450, 475. On a eu 250 additionnels en 2015 et 2019. Dès mon arrivée en fonction, j'ai demandé un relevé. Nous avions préparé activement un forum national pour permettre à tout le monde, y compris l'opposition, de venir confronter nos idées. Parce que je crois que votre rôle, comme l'a dit si bien le député David, c'est de souhaiter que le gouvernement réussisse dans l'intérêt des moins fortunés, n'est-ce pas? Donc, ce forum national, Covid-19 oblige, a dû être reporté. Nous le tiendrons, nous l'organiserons au mois de juillet, au mois d'août, et encore une fois, tous les députés de l'opposition y seront conviés. Pour que, dans un grand brassage d'idées, avec toutes les forces vives concernées, nous puissions travailler ensemble à élaborer, à valider une stratégie très claire. Les conditions, je n'aurai pas le temps de m'y attarder. Je vous rappellerai très vite qu'aujourd'hui, la NEF construit des maisons, mais pas beaucoup. Le véhicule du gouvernement pour la construction de maisons, c'est la NHTC. Nous allons construire autant que possible. 10% sont réservés à la NEF. Quelques appartements sont réservés pour les extreme hardship cases. Mes notes me disent families having serious physical, mental, psychological problems, handicap dependents, fire victims. Si le député Outim était là, je lui dirais qu'on poursuit l'enquête pour les victimes de l'incendie de Tranquebar. Et puis aussi family members requiring constant medical care and attention. Donc, les critères, Madame Navarre avait soulevé la question, c'est évidemment la date de demande, en priorisant les plus anciens, mais aussi les couples ayant des enfants, surtout les familles monoparentales avec des enfants, et aussi le lieu de résidence. Il y a toujours un catchment area autour du bloc de la NHTC. Mais moi, je demande à ce que ces critères soient révisés en fonction des tendances sociales, telles que la féminisation de la pauvreté, mais aussi en fonction de notre volonté de soutenir les plus vulnérables, les familles monoparentales, mais aussi les personnes âgées, ce qui devient un problème énorme à Maurice, et les handicapés, et les familles nombreuses. Donc, pour conclure, Monsieur le Président, cet exercice budgétaire nous offre une chance historique. Mesures incitatives pour le secteur de la construction. Mon collègue Alain Ganou a parlé de l'importance économique de ce secteur. Je ne vais pas répéter. Certains députés de l'opposition avaient soulevé le problème de la subvention, du dépôt, mais je crois que le budget annonce avec force détail comment, désormais, jusqu'à un revenu mensuel de 60 000 par mois, les gens auront le droit d'accéder à la NHTC. Ceux qui gagnent moins de 10 000 roupies ne paieront que 20% du prix de la maison, et cela s'étalera non plus sur 25 ans ou 30 ans, mais sur 35 ans. Le dépôt, c'est un dépôt minimum qui est exigé, et là aussi, si les collègues des députés des deux côtés de la Chambre ont des représentations concernant des cas particulièrement difficiles, je suis à votre écoute. Monsieur le Président, j'ai dénoncé tout à l'heure une cabale médiatique. Le lynchage dont le gouvernement et ma personne ont fait l'objet. Ce qui est malheureusement le fait de l'alliance de toutes les oppositions et qui n'hésiteront pas à mettre à mal l'unité de notre peuple, qui est pourtant le fondement même de notre existence en tant que nation. Moi, j'ai déjà connu cela en 2003,
lorsque le Parti travailliste faisait obstacle à la grande réforme de l'éducation du gouvernement MSM-MMM, et j'ai été le ministre de l'Éducation. Mes principes sont restés les mêmes. Hier au MMM, aujourd'hui à la plateforme militante et membre de l'Alliance Mauricia. Je crois en la justice sociale et en l'égalité de chance. Ces principes, messieurs les députés de l'opposition, me dictent-ils qu'il faille permettre aux squatters de violer un couvre-feu imposé pour protéger notre population face aux dangers que pose une pandémie sans précédent et un virus mortel? Ces principes de justice sociale et d'égalité de chance me dictent-ils qu'il faille, de par le simple fait que quelqu'un ait décidé de squatter, lui faire passer sur la tête de tous les gens pauvres et en souffrance qui ont eu le tort de respecter la loi et d'attendre leur tour? Ces principes de justice sociale et d'égalité de chance me dictent-ils qu'il faille permettre à des squatteurs de s'installer durablement sur un terrain marécageux, représentant un danger pour eux-mêmes? Ces principes de justice sociale et d'égalité de chance me dictent-ils qu'il faille renoncer à faire respecter la loi dès lors qu'une personne se déclare squatteur? Monsieur le Président, ils peuvent m'attaquer, me calomnier. Ils peuvent comploter contre le gouvernement. Ils peuvent s'attaquer à l'unité nationale, mais ils ne passeront pas. Ils ne parviendront pas à leur fin. Le grand Jean Jaurès, le père du socialisme français, disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Monsieur le Président, nous continuerons donc à avancer la conscience claire en gouvernant avec le cœur et la raison, comme nous l'imposent les responsabilités qui sont les nôtres. La vérité triomphera, l'histoire jugera notre action et demain, le peuple, comme en 2019, rendra son verdict. Il est temps d'être audacieux pour garantir à tous l'accès au logement. Il est temps de nous attaquer aux inégalités concrètement. Je sais que nous pouvons y arriver. J'en ai terminé. Merci, Monsieur le Président.